Arkenberg, 9e prince de Kakin. Bon, c'est celui qui est considéré comme l'un des potentiels à être parmi les derniers survivants et voire peut-être devenir le roi. En tout cas, bon, bah, il est un peu présenté comme, on va dire, celui qui serait capable de régner de façon juste. En tout cas, il essaye, il a l'air d'être comme ça, rien que déjà avec son entourage et avec ce qu'il a fait, par exemple avec Momodze, qui il a pleuré la mort de sa sœur. Et puis aussi tout ce qu'on entend dire de la part de Oito à propos du fait que bon bah il est du genre à vouloir un peu changer, un peu réformer la manière de gouverner, etc. Il a des supporters et il a des gens qui le détestent aussi et qui veulent attenter à sa vie un peu tout le temps. Donc oui, il est un petit peu voilà. D'ailleurs, il est quasiment au milieu de tous les princes. C'est, on va dire, il est dans la deuxième moitié en termes d'âge, mais en même temps, il est pile, voilà, il doit avoir 18-19 ans, un truc comme ça, début de vingtaine au maximum. En tout cas, ouais, c'est le genre de personnage qui a le potentiel pour faire vraiment changer les choses au sein du royaume de Kakin. C'est pourquoi je pense qu'il va mourir. Mais c'est un peu toujours pareil, c'est que celui qu'on a envie de voir gagner, il y a des chances qu'il ne gagne pas. Avec Togashi, hein, c'est le genre. Mais bon, il a le potentiel pour être quand même parmi les derniers, voire gagner. Mais il est du genre, ouais, il a un petit peu changé depuis sa confrontation avec le roi, son père. Au début, voilà, il connaissait pas le naine, il avait que sa bête spirituelle protectrice. Et au moment où il discute avec son père, qu'il essaye de se suicider, tout ça, il obtient le naine. Et c'est pour ça qu'après, il peut créer cet arc en naine qui ressemble un petit peu à celui de Pokoro. Mais pourquoi c'est arrivé Alors, en regardant un petit peu ce que les gens ont pensé de tout ça, j'ai pu obtenir un peu plus d'infos. C'est vrai que je me posais un peu tout le temps la question de comment il a obtenu le naine. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a remarqué un détail intéressant. C'est que lors de la présentation de sa bête spirituelle protectrice, on apprend que c'est une bête de naine de type conjoint de groupe. Et donc quand tous les membres des gardes sont avec Arkenberg et qui sont tous dans le même mental, il est écrit que leur potentiel individuel augmente. Donc c'est ce qui s'est passé un peu au moment où quand Arkenberg est revenu avec ses princes, il a eu tous ses princes, tout le monde a eu voilà, la bête de naine s'est mis à le faire évoluer et c'est à ce moment-là qu'il s'est éveillé au naine. Est-ce que ça veut dire que d'autres pourront se faire éveiller aussi au naine grâce à ça? C'est probable, peut-être pas, mais voilà, en tout cas je me dis que c'est possible. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, peut-être sans avoir à utiliser les cours de Kurapika, il pourrait commencer à faire apprendre le naine à plusieurs de ses gardes. Mais même sans ça, les gardes sont quand même utiles grâce au naine de Arkenberg. Juste avant ça, juste avant de parler de tout ça, on avait quand même la confrontation donc entre Arkenberg et son père. Et son père l'a aussi fait changer de mentalité en lui faisant comprendre qu'il fallait un petit peu passer à l'offensive s'il voulait devenir roi, et qu'il n'avait pas trop le choix. En gros, bon, il lui a fait tout un discours, qu'il faut aussi choisir le peuple avant tout, etc. Ce qui a motivé Arkenberg, voilà, et puis donc lui a permis de débloquer une capacité créée sur le moment. Donc ça c'est un truc qu'on avait déjà vu avant, mais qui est alors là pour le coup c'est Arkenberg qui s'est éveillé et a créé une capacité, tout ça d'un coup, ce qui est pour le coup assez nouveau par contre. Parce que bon, des capacités créées sur le moment, il y en a eu déjà comme Sainich, comme Jito qui a créé son arbalète, ou encore Pito qui crée tout d'un coup Dr. Blaze de rien. Et en fait, Arkenberg, c'est quand même la première fois qu'on en a un qui s'éveille, mais il était semi-éveillé par la bête de naine aussi, puisqu'on le voit un peu comme toutes les personnes qui se trouvaient autour
de la bête spirituelle, il avait reçu une marque, comme un tatouage de plume sur le dos de sa main, et tout le monde, voilà, tout le monde autour de la bête avait ce tatouage, et même, je crois, Shikaku, le garde du premier prince, avant de se faire tuer, il avait la marque, donc, mais comme lui, il avait déjà le nen, ça change rien, quoi. Mais tous les autres ont été semi-éveillés au nen, ce qui fait qu'ils ont plus de facilité normalement à débloquer leur nen. Et puis on a toujours cette histoire de les bêtes de naine qui ont un peu que des crocs et des griffes ne servent pas à grand chose. Et c'est potentiellement le cas de la bête spirituelle de Arkenberg. Enfin, je dis ça parce que c'est ce que le roi a dit. Ça veut pas pour autant dire que sa bête de naine ne sert à rien, mais c'est vrai qu'elle a un aspect très combatif et donc très utile, puisqu'en plus elle est du renforcement. Donc on est plus sur de la puissance, et c'est vrai que une fois que la guerre de succession sera terminée, ça aura pas une utilité grande, excepté si il a de plus en plus de personnes autour de lui, qui fait qu'il deviendra quasiment imbattable. Et puis c'est vrai que ça a son utilité quand même de pouvoir lancer des flèches de naine permettant de prendre que l'un de ses gardes prenne possession de l'ennemi. Et puis c'est vrai qu'Arkenberg il est quand même assez tiraillé, il veut certes gagner mais il veut aussi protéger ses gardes, il veut essayer d'avoir certains princes qui seraient en vie et donc plutôt les jeunes, il a pas envie de les attaquer. C'est vrai que à ce niveau-là, à un moment donné, il va peut-être devoir faire des choix moraux qui seront intéressants. Est-ce qu'il va vraiment s'en prendre à des princes plus bas, même si finalement, qu'est-ce qui reste en dessous de lui? Fugetsu, Marayam et Wobble, ce qui est, voilà, c'est pas les plus combatifs non plus. Il y a des gens autour d'eux qui restent combatifs, mais les princes en eux-mêmes, ils ont rien de spécial. Donc, voilà, il risque d'essayer quand même de les garder en vie selon son code moral. Et donc pour rappel, on a quand même Camilla qui souhaite la mort d'Arkenberg. Elle met un petit peu d'eau à Zoul, sa mère, dans l'histoire aussi, donc peut-être qu'on va avoir quelque chose à ce niveau-là, parce que maintenant que Camilla d'abord voulait affronter Benjamin, mais comme ça s'est soldé sur un échec, peut-être qu'elle va mettre ça un petit peu de côté et s'attaquer à Arkenberg. Arkenberg, par contre, actuellement, on sait qu'il a été emprisonné le temps d'avoir un procès parce que Benjamin a eu une preuve, en tout cas il a entendu que Vict, l'un de ses employés, l'un de ses gardes, s'est fait attaquer par Arkenberg. Du coup, il a envoyé Steiner, tout ça, qui était prêté par le bureau judiciaire pour envoyer Arkenberg en détention le temps d'avoir un procès, et quand même Benjamin voudrait profiter du procès pour tuer Arkenberg, puisqu'il se retrouve éloigné de ses gardes, donc il est tout seul, et il est vulnérable. Tout ça, je reviendrai dessus parce que les histoires avec Vict, ça a un lien forcément avec ce qui s'est passé avec la bête de naine. Donc voilà un petit peu là où ça en est. Maintenant, on va essayer de discuter un petit peu donc des capacités de Arkenberg, un peu plus en détail. On a sa bête de naine spirituelle, comme j'ai dit, qui fait un naine conjoint de groupe, qui permet à tous les gardes et Arkenberg, d'une part, de s'éveiller, en tout cas de faire un pré-éveil au naine, ce qui leur permet d'apprendre le naine plus vite. Leur potentiel individuel grandit, et donc en plus au moment où on est marqué par la bête de naine, on a un blackout, et quand on se réveille, donc on est semi-éveillé au naine, et on se souvient pas d'être tombé dans les pommes. Ça c'est une réinscription de la mémoire qu'effectue la bête spirituelle protectrice de Arkenberg. Et une fois qu'on en est là, donc on a la bête spirituelle qui permet à tout le monde de travailler en équipe et d'agrandir la puissance globale de tout le monde. Ce qui fait que au moment où Arkenberg veut utiliser sa propre capacité de naine, il peut utiliser l'aura d'un peu tout le monde, et donc d'effectuer des attaques relativement puissantes, voire extrêmement puissantes.
On nous explique qu'il y a deux choses, que Arkenberg, grâce à tout ça, a un genre d'armure de naine qui lui permet certainement de se défendre très bien aussi, même s'il se fait attaquer, et donc il a cette flèche, cet arc et les flèches qui lui permet, une fois que la flèche a touché un ennemi, de faire venir l'esprit de l'un de ses gardes à l'intérieur de cette personne-là. Alors, actuellement, on n'en sait pas plus sur cette capacité. On peut faire des déductions par rapport à ce que explique Arkenberg, mais c'est vrai qu'on voit qu'il fait plein de tests, et on ne sait pas exactement quels sont les résultats de ces tests. On le saura peut-être bientôt, mais je vais essayer de revenir avec vous là-dessus. Au départ, il arrive, il lance son attaque sur Shikaku, pendant que Shikaku essayait de le bloquer et de récupérer apparemment la capacité grâce à son naine Cultsept, voilà, Yu-Gi-Oh! Il a voulu faire comme une carte à jouer pour récupérer l'attaque et se défendre de l'attaque de Arkenberg, mais comme la flèche traverse toutes les défenses de naine, ça a touché Shikaku, et à ce moment-là, Sumidori, l'un des gardes de Arkenberg, s'est retrouvé dans le corps de Shikaku. On sait pas, d'ailleurs, Arkenberg, à un moment donné, il fait plein d'hypothèses, et l'une des hypothèses, c'est est-ce que c'est aléatoire ? Il se trouve qu'à ce moment-là, Sumidori était celui qui était juste à côté, le plus proche physiquement du prince. Donc, est-ce que c'est le plus proche qui va être transféré donc dans la tête de la personne visée, ou est-ce que c'est aléatoire ? Donc ça, j'imagine qu'il a fait des tests pour savoir. Il suffit de mettre un mec plus proche que les autres pour voir si c'est lui qui a été choisi, ou un autre plus loin. Donc ça doit être relativement simple à savoir. Ensuite, est-ce que on peut faire quelque chose avec tout ça ? C'est-à-dire que oui, Sumidori a pris le corps de Shikaku, mais est-ce qu'il peut en faire quelque chose, mis à part le manipuler ? Donc potentiellement, est-ce qu'il peut utiliser le nen, les attaques spéciales de la personne dont le corps a été volé ? Peut-être que ils ont fait le test avant, mais encore faudrait-il que Sumidori sache comment utiliser le nen de Shikaku. Maintenant, il l'a vu faire, il l'a vu essayer, il a vu comment il mettait ses mains et comment il faisait sa carte à jouer, mais je pense que quand on est novice au nen, on n'est pas capable d'utiliser le pouvoir de quelqu'un d'autre comme ça. Mais bon, ça reste une hypothèse. Et ensuite, tout le reste, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de la personne possédée. Et à ce moment-là, Arkenberg a 4 possibilités. Donc il explique que les 2 premières semblent difficiles à prouver. Bon, il parle de soit il est mort ou disparu, c'est difficile à prouver effectivement, soit l'esprit est éjecté dans un autre corps, quelque part d'autre, on ne sait pas. Effectivement aussi c'est difficile à prouver. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait une permutation, c'est-à-dire que l'esprit de Shikaku soit permuté et soit mis dans le corps de Sumidori, mais le corps de Sumidori est il est par terre, et ils ont testé son activité cérébrale, et a priori le pouls est régulier, il n'y a pas d'anomalie spécifique, donc on peut se dire que Shikaku n'est pas l'esprit de Shikaku n'a pas intégré celui de Sumidori, ou en tout cas si c'est le cas, il est en sommeil quoi. Et la dernière possibilité, c'est qu'il y a une cohabitation, c'est-à-dire que l'esprit de Shikaku reste dans son corps, que finalement Sumidori le manipule dans sa tête, et que Shikaku, l'esprit reste dans le corps, mais qu'il soit éteint. Mais sur ces 4 hypothèses, on a quand même quelque chose en plus que n'a pas Arkenberg en tant que lecteur, c'est qu'il a utilisé son naine contre Vict, aussi garde donc du premier prince, et que lors de la confrontation, donc Vict était toujours en vie, machin, il essayait d'utiliser son naine Tackle and Shield, qui probablement, d'après Benjamin, c'est défensif et offensif en même temps, donc il a pas réussi à se défendre, ce qui est normal vu que la flèche
peut traverser toutes les défenses. Et on sait que Vict était toujours en vie grâce au naine de Benjamin. Il regarde dans sa main, il dit Vict est toujours en vie. Donc ça veut dire qu'au moment où il est attaqué, où quelqu'un est attaqué par la flèche de naine, la personne en elle-même ne meurt pas. Il y a certainement un moyen de récupérer son corps à ce moment-là. Donc on serait plus dans l'hypothèse d'une cohabitation. Effectivement que la personne soit dans son corps toujours, mais en sommeil. Et c'est juste une manipulation finalement du garde qui laisse son corps et qui met son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre, quoi. On serait plus là-dessus, je suppose. Ça c'est une chose, donc j'ai un peu établi ce qu'était le pouvoir de Arkenberg. Maintenant on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant toutes ces attaques. Parce que on a vu que Arkenberg a utilisé son pouvoir au minimum 4 fois. Donc on sait pas exactement à chaque fois ce qu'il faisait, mais ce qu'on sait, c'est que au moment, comme c'est une attaque d'émission, apparemment les autres utilisateurs de naine ont déduit que c'était une attaque d'émission. Ils ont déduit que c'était à peu près vers du côté de l'Usurus ou Arkenberg. Donc ils savent que a priori c'est Arkenberg, en tout cas ils ont des soupçons pour la plupart, les utilisateurs de naine. Ils sentent un tremblement, une aura qui est due à des naines d'émission, donc en gros ils ressentent le tremblement, il y a énormément d'aura et c'est éjecté, au moment où la flèche est tirée, il y a l'explosion de l'aura et ça s'arrête. Donc c'est un truc qui est apparemment facilement ressenti par les utilisateurs de naine. Et on sait aussi que les attaques d'émission peuvent traverser la matière. Et donc à ce moment-là, ils se disent que ça pourrait potentiellement traverser les différentes suites pour venir attaquer d'autres gens, dans d'autres suites, voire les VVIP, enfin quelqu'un au premier niveau. Donc il a utilisé pour la première fois son attaque de naine avec la flèche contre Shikaku. Ensuite, on sait que Basho a ressenti un tremblement alors qu'il discutait avec l'Usurus, et du coup il a ressenti. Ensuite on a pu voir Suminori dans le corps de Shikaku se donner la mort devant la suite 1007 du prince Lusurus. Et après, un peu plus tard, on a encore Kurapika qui ressent des tremblements, etc. Et on a donc l'attaque de Arkenberg contre Vict. Alors quelqu'un a émis une hypothèse à laquelle j'avais pas pensé et que je trouve plutôt intéressante. C'était sur Reddit que j'ai trouvé ça, qu'en fait, donc Basho a ressenti un tremblement, puis plus rien, et là, Shikaku s'est donné la mort. Et en fait, la théorie voudrait que pendant ce laps de temps, en gros, juste avant que Shikaku se donne la mort, que Arkenberg se trouvait dans sa suite, en 1009, et proche de la porte d'entrée, et qu'il ait tiré une flèche à travers la matière, et donc à travers la suite, 1009, à travers tous les murs, etc., et qu'il ait attaqué le mec qui aurait répondu au téléphone, donc à l'entrée, à l'interphone. On le voit donc à l'entrée en train de prendre le téléphone. Il s'appelle Rice, c'est l'un des soldats de la reine d'Oazul. Et en fait, au moment où il prend le combiné, il voit effectivement Shikaku se tirer une balle dans la tête. Il a un mouvement de recul, il tombe. Et là, c'est vrai que en regardant bien, on pourrait se dire, s'il a été attaqué à travers les suites, personne ne l'aurait vu, parce qu'en fait, les Hunters et puis aussi le garde de Benjamin Kanjidol, il se trouvait aussi à côté du prince. En plus, Arkenberg connaît bien son frère direct, le Musurus, qui est du genre à rester dans sa chambre. Donc potentiellement il pouvait encore y être, et notamment autour de lui, avec s'il est du genre à être un peu peureux, avec tous les utilisateurs de naine autour de lui, les 3 Hunters et donc Kanjidol du premier prince. Si c'est le cas, ça veut dire que Arkenberg a donc tiré sa flèche à travers la suite 1009 pour atteindre Rice qui se trouvait à l'entrée.
Bon, si c'est vraiment un truc que Togashi a prévu, moi je trouverais ça fou. Et que du coup le mec tombe parce que, en fait, c'est pas parce qu'il a peur de voir, quand il a vu Shikaku se tirer une balle de la tête, en fait, ce serait parce que il se serait fait attaquer par Arkenberg, et du coup, à ce moment-là, quelqu'un d'autre est dans la tête de Rice. L'un des gardes de Arkenberg serait dans la tête de Rice. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il a un temps d'arrêt avant de vraiment se mettre à dire quelqu'un vient de se tirer une balle dans la tête, machin. Et on voit qu'il y a une bulle avec 3 petits points qui pourrait juste être en fait la surprise, hein. C'est ce que tout le monde a imaginé, hein, que en fait le mec était surpris par le fait que Shikaku se soit donné la mort, mais qui pourrait aussi vouloir dire que à ce moment-là, le garde qui serait dans sa tête, le temps qui prenne un peu, reprenne un peu ses esprits, voilà, il a un petit temps d'arrêt avant de dire il s'est tiré une balle dans la tête. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, franchement, ce serait un coup de génie de la part de Togashi. En tout cas, voilà. Pourquoi c'est intéressant, c'est que de toute façon, alors peu importe que ce soit ça qui se soit passé ou autre chose, Arkenberg a bel et bien tiré une flèche juste avant que Shikaku ne se tire une balle dans la tête. En tout cas que Sumidori le fasse faire. Donc je pense à plusieurs choses. Pour moi, il n'a pas attaqué un de ses gardes. Ou en tout cas, s'il a attaqué un de ses propres gardes, c'est pour faire des tests. C'est pour savoir si l'un de ses gardes peut aller dans la tête d'un autre. Bon, potentiellement, mais la logique voudrait qu'il ait attaqué quelqu'un d'autre. Ensuite, ce serait aussi pour savoir s'il est possible pour lui d'avoir 2 gardes en même temps qui se trouveraient dans la tête de quelqu'un d'autre, même si c'est sur une courte durée. C'est-à-dire que si, au moment où il avait tiré quelqu'un, l'un des gardes ait pris la place de quelqu'un d'autre, Shikaku, Sumidori qui est dans la tête de Shikaku, aurait pas pu se tirer une balle dans la tête, parce que dans ce cas-là, peut-être le sort aurait été rompu, et Sumidori serait reparti dans son propre corps, et Shikaku ne se serait pas tiré une balle dans la tête, quoi. En gros, il se serait juste réveillé. Donc ça veut dire que là, potentiellement, il peut avoir plusieurs gardes dans les esprits d'autres personnes en même temps. Ce qui est quand même pour Arkenberg une info assez intéressante. Mais quand même, s'il a vraiment attaqué Rice à travers tous les murs, c'est quand même plutôt risqué, parce que si vraiment il y avait eu un Hunter qui aurait été capable de voir à ce moment-là, qui se serait trouvé à ce moment-là proche de la porte et qui voyait la flèche de naine attaquer quelqu'un, ça aurait pu tout de suite mener à quand même une certaine conclusion qui voudrait que ça vienne de Arkenberg, qu'il y a eu une attaque de quelqu'un à côté. D'ailleurs, Basho le dit, il a senti que le grondement venait de chez Arkenberg. Ils sont bien au courant. Mais si Rice a vraiment été aussi attaqué, c'est quand même assez utile d'avoir un garde de Arkenberg chez l'Usurus. Ça lui permet d'avoir des infos et puis de potentiellement tuer l'Usurus, quoi. Et donc je suppose que grâce à tout ça, Arkenberg en apprend un peu plus sur sa propre capacité. Et avec toutes ces hypothèses, je pense que déjà le fait que Sumidori dans le corps de Shikaku s'est donné la mort, et que donc le corps de Sumidori avait été attaché au cas où, il se réveille et Arkenberg lui demande son identification. Si à ce moment-là c'est bien Sumidori, ce que je suppose, eh bien ça veut dire que lorsque un garde prend le corps de quelqu'un d'autre, s'il se donne la mort, il revient dans son propre corps, ce qui est quand même assez fort. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi à quelqu'un sans te préoccuper des conséquences. Et qu'en plus, tu peux répéter ça quasiment à l'infini. Ouais, c'est très très fort comme capacité. Peut-être un peu trop, mais c'est logique. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu trop puissant pour que, au final, Arkenberg survive à toute cette guerre, parce que ça ferait de lui quelqu'un de trop fort à la fin si justement il obtient de plus en plus d'adeptes. Et en même temps, ça fait ça fait que si ses gardes se font attaquer un par un, il risque de perdre en puissance, parce que plus des gardes autour de lui meurent,
plus ça diminue la puissance de sa capacité. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut réussir à le battre, je suppose. Il y a plusieurs moyens, hein. Il y a donc diminuer ses effectifs, le prendre de vitesse, ce qui est toujours, pourquoi pas, possible, mais on apprend quand même que quand il est quand il a ses gardes autour, c'est un peu comme une armure de naine. Donc ça veut dire qu'il est quand même relativement protégé. Et on peut aussi l'attaquer en groupe, c'est-à-dire, bon, il y aura peut-être quelqu'un qui va mourir, mais c'est toujours pareil, l'attaquer en groupe, ça peut toujours être utile, c'est-à-dire que, en fait, on voit qu'au moment où il l'attaque, en tout cas quand il fait sa première attaque, avec sa flèche, au moment où l'attaque a lieu, il a comme un stop, il se fige juste après l'attaque. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut l'attaquer. C'est parce que c'est probablement à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable. Mais après, j'ai pas compris exactement à quoi lui servait le fait d'attaquer Vict, puisque bon bah Shikaku s'est fait tuer, etc. C'est une chose, mais que il tue derrière, en tout cas qu'il attaque Vict, qui se trouve, qui est toujours en vie. Donc ça c'est une chose. D'après Benjamin, il est toujours en vie. Probablement qu'un garde a pris l'ascendant sur lui dans sa tête. J'ai pas compris quelle est cette utilité, parce que il se retrouve un petit peu dans le même problème que Kamiya, c'est-à-dire que Kamiya a tué l'un des gardes, donc Musée, du premier prince, sauf qu'elle a carrément détruit son corps, donc elle se retrouve bloquée. Par contre, Benjamin explique qu'en fait Kamiya va certainement se sortir de tout ce bazar sans problème, sans être inculpé, parce qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est ce que je disais quand j'abordais Kamiya et tout ça. Il faut bien que cette situation soit débloquée à un moment donné. Et sauf que à ce moment-là, Benjamin, pour éviter cette situation encore une fois, il voudrait vraiment attaquer Arkenberg quand il est faible, quoi. Donc sans ses gardes, ce qui est plutôt une bonne tactique. Donc on verra bien comment il s'en sortira. Je pense que comme Vict est pas mort d'après Benjamin, ça veut dire que donc il y a un garde qui a pris sa place, peut-être qu'il s'est caché ou un truc comme ça, pour pas être vu, ou en tout cas qu'il est parti, pour probablement utiliser son corps pour quelque chose. Et en tout cas, peut-être que justement le but de Arkenberg, c'était de sortir tout seul de son appart, de sa suite, pour aller dans la suite VIP, peut-être. Il a peut-être une idée derrière la tête, il a peut-être fait exprès, parce que je vois pas, il se doutait qu'en attaquant Vict, il se ferait inculper, enfin que Benjamin resterait pas sans rien faire. Donc pour moi, il a une idée derrière la tête, et peut-être que il veut discréditer Benjamin, peut-être, en disant mais non, il est là, Vict, il va très bien, votre garde, pourquoi vous m'inculpez, tout ça. Il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. En tout cas, je le vois pas, Arkenberg, se battre vraiment comme le ferait un Tserinich, avec qui d'ailleurs il a plutôt des bonnes relations. Ouais, je le vois pas se battre en corps à corps, à mon avis. Il va utiliser sa capacité, et probablement les capacités d'autres utilisateurs de naine qui obtiendraient le naine dans sa garde, pour se battre contre les autres princes. Notamment, je me disais que peut-être un de ces gardes pourrait se faire une capacité qui aiderait celle du prince. Alors dans l'idée, on pourrait imaginer une capacité qui éviterait toute cette vulnérabilité. Donc alors, je sais pas, capacité qui permettrait de bloquer celle de l'adversaire, ou un truc comme ça. Ça pourrait être une contre-attaque, mais bon, en même temps, si Arkenberg a une armure de naine grâce à sa bête de naine, peut-être que dans ce cas-là, ce serait intéressant, alors avoir un garde, pourquoi pas, qui serait côté attaque, mais aussi c'est un peu la guerre de l'information, donc je pense que ce serait intéressant pour un des gardes d'avoir un naine un petit peu à la manière de Musée, qui permettrait d'obtenir des informations sur les autres. Et donc à ce niveau-là, on a deux personnages qui sont chez Kurapika, donc de la garde de Arkenberg, c'est Yuirai et Shedule. Alors, Shedule, bon, a priori, les deux ont été semi-éveillés au naine, comme on l'a su. C'est pour ça qu'ils
qui se sont fait tout de suite repérer par Furikov. Mais alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Silent Majority, je pense que Yuri Rai serait l'utilisateur derrière Silent Majority. Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais pour moi c'est très possible. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Ce serait pas surprenant qu'il y ait quelqu'un qui veuille prendre part à ces cours pour pouvoir attaquer d'autres personnes, parce qu'au final, ceux qui sont morts pour le moment pendant le cours de Nen, à cause de Silent Majority, c'est Barry Gain qui faisait partie de la garde du 13e prince, ou le garde du 4e prince Muan. Donc pour le moment, on peut penser que Yui Rai serait potentiellement l'un des tueurs à côté qui voudrait juste éliminer des gens qui sont contre Arkenberg de façon un peu aléatoire.